On va parler d'un sujet qui peut faire peur à pas mal de personnes quand on a son entreprise, c'est la refonte de son site internet. En général, tu commences à penser à la refonte de ton site internet quand tu le trouves trop lent, un peu vieillot, dépassé, que tu te dis que c'est en décalage entre ce que tu présentes à tes clients, les offres que tu proposes et ce que tu montes sur ton site, et qu'il y a un certain rééquilibre à faire dans tout ça sur ton site internet. Le problème quand tu t'attaques à la refonte de ton site internet, c'est que tu as souvent peur de tout casser, que les liens ne soient plus bons, que tu perdes ton référencement sur Google, sur certaines de tes pages et tu aies peut-être d'autres problèmes techniques. En soi, ça peut se comprendre d'avoir peur, mais si tu te prépares bien, que tu y vas étape par étape, tout ça peut se faire plus facilement et sans casse, je te le promets. Si tu refais ton site maintenant, c'est pas juste seulement parce que tu en as envie, que tu as besoin de changement. Non, c'est que derrière, il y a un vrai problème. Ces problèmes, ça peut être déjà que ton site n'est pas responsive. Ça veut dire qu'il ne s'adapte pas, par exemple, sur les versions mobiles. Et quand on sait que la majeure partie des sites sont consultés sur téléphone, il est super important pour toi de travailler cette version de ton site internet sur mobile. Donc ne la laisse pas de côté et si tu ne l'as pas encore fait, c'est ton signe pour refaire la refonte ou en tout cas adapter ton site. Un autre problème qui peut être détecté, c'est que ton site est trop lent à charger. Et si ton site il est trop lent à charger, potentiellement les utilisateurs, tes visiteurs vont partir de ton site pour aller chez d'autres concurrents et ça, ce serait vraiment dommage de perdre des opportunités à cause de ça. Ensuite, tu as peut-être fait évoluer ton offre, sauf que tu ne l'as pas mise à jour sur ton site internet, ce qui fait que tes clients se retrouvent perdus entre ce que tu montes d'un côté et ce que tu dis de l'autre. Donc, pour ça, il faut faire que tout soit cohérent sur tes supports de communication et que le client ne soit pas perdu. Maintenant qu'on a un peu vu ce que pouvait t'apporter la refonte de ton site internet, je vais te montrer les 7 étapes par lesquelles tu peux passer. Première étape et pas des moindres, avant de commencer à vouloir tout redesigner et à partir dans tous les sens, je t'arrête de suite et ne pars pas là-dessus. Il faut commencer par analyser ce qui existe déjà sur ton site. Tu peux tout simplement aller voir tes statistiques sur Google Analytics ou encore sur Google Search, voir les pages par exemple qui sont le plus vues, les sources d'où viennent ton trafic. Par exemple, est-ce que ton trafic vient majoritairement de requêtes SEO ou alors est-ce qu'il vient d'un trafic direct par les liens de tes réseaux? Bref, ça peut permettre de savoir aussi où mettre tes efforts ou voir ce que tu peux améliorer par la suite. Tu peux également lister toutes les pages de ton site. Quand tu as 5 pages sur ton site, c'est assez simple, c'est rapide, tu sais ce que tu as à faire. Le problème, c'est que quand tu commences à avoir de nombreuses pages, il est très facile d'en oublier et j'ai moi-même fait le test sur mon site. C'est parfois compliqué de s'y retrouver, donc il faut être très méthodique. Moi, ce que j'aime bien faire à la limite, c'est lister les pages principales. Par exemple, ça va être ma page accueil, ma page à propos, ma page de contact et ma page principale de service. Donc ça, c'est mes 4 pages, 4-5 pages principales. Et ensuite, je vais avoir la partie avec mes 4 pages d'offres. Et ensuite, j'aurai la section avec ma page principale du blog et mes articles. Et ensuite, j'aurai toutes les pages tout simplement des études de cas que je mets sur mon site. Et enfin, j'aurai les pages de déclinaison de service. Au moins, ça me permet de suivre une trame quand je vais devoir tout remettre en place et savoir si tout est bien OK. Et ce que je fais, c'est que je peux rentrer ça dans un Excel et à côté, y ajouter l'URL qui est associée à chaque page. Ça permet d'être au clair et surtout, si tu dois faire des redirections par la suite, de savoir quelle page tu vas rediriger vers quelle nouvelle URL. Donc au moins, tu t'embêtes pas, mais un Excel bien structuré, c'est quelque chose de simple à mettre en place, sans prise de tête, mais pour la suite, ça peut être important. Je t'en parlais un peu avant, mais sur Google Search, tu peux voir également quels sont les mots-clés qui t'amènent du trafic. Donc ça peut être cool pour voir quels mots-clés tu pourrais aussi intégrer à ta stratégie sur ton site en termes de référencement, voir si c'est pertinent également pour toi. On va pas mettre des mots-clés qui ne seront pas pertinents pour toi, pour ton secteur d'activité ou tes offres. Mais voilà, ça permet de faire un petit peu un tri et de voir peut-être quelle page optimiser par la suite également au niveau de la rédaction du SEO.
En analysant l'existant, ce que je te conseille également, c'est d'aller, jeter un œil sur tes concurrents. Le but, ce n'est pas de copier-coller tout ce qu'ils font, mais c'est de voir qu'est-ce qui marche pour eux, quelles sont leurs forces, mais également leurs faiblesses et qu'est-ce qu'ils pourraient améliorer. Toi, ça peut donner aussi des points d'indication, pour retravailler ton site par la suite et te démarquer de ce qu'ils font, comment ils présentent les choses et en tout cas, peut-être, rendre tes explications des fois plus claires, plus pertinentes et inviter l'utilisateur à passer plus facilement à l'action chez toi s'il y a parfois, quelques difficultés chez le site de ton concurrent. Dans cette analyse, une fois que tu es arrivé à la fin, une chose qui est bien, c'est de définir quel va être l'objectif de ton site. Est-ce que c'est de faire venir les visiteurs sur ton site via ton blog et donc travailler le référencement pour qu'ensuite ils découvrent tes offres? Est-ce que c'est de faire X ventes par semaine, par mois? Est-ce que c'est un minimum de trafic? Est-ce que c'est X prises de contact par mois? En fait, ces objectifs, ça peut aussi te permettre de mettre les bons éléments pour passer à l'action sur ton site. Ici, on va commencer à créer, mais on va pas parler de design tout de suite. Le design, ça va arriver bien après et vraiment, ne te soucie pas du design là, maintenant. Ici, ce qu'on veut, c'est avoir une structure cohérente, efficace et qui soit facile en tout cas pour la navigation de tes utilisateurs sur ton site. Donc, première phase, on va tout simplement créer une arborescence. Une arborescence, c'est un peu comme un arbre généalogique, mais pour ton site. C'est une manière de schématiser, que ce soit un peu plus clair. Globalement, tu as ta page d'accueil et après, on va avoir des liens avec tes pages principales. Puis, sur tes pages principales, tu peux avoir des sous-pages et ainsi de suite. Ça permet de savoir quelles pages sont sur ton site, comment elles sont reliées et quelles sont les pages parentes, enfants et comment ça peut aussi se structurer dans le menu de ton site internet. Par exemple, ici, ce qui peut être bien, c'est de mettre des petits codes couleurs sur les pages pour savoir quelle page tu gardes peut-être telle quelle page tu vas retravailler au niveau de la structure ou encore de la rédaction, ou encore quelle page tu vas supprimer par la suite. Selon les pages que tu vas avoir sur ton site, peut-être que tu vas intégrer de nouvelles fonctionnalités. Donc, ce qui peut être bien, et ce que j'aime bien faire, moi, c'est de reprendre cette arborescence, de la dupliquer, tout simplement. On repart de la même base, mais au moins, ça me permet d'avoir une arborescence qui reste clean au-dessus et une autre qui est retravaillée en dessous. Et après, j'aime bien détailler un peu ce qu'il va y avoir dedans. C'est-à-dire qu'on commence à faire un peu la conceptualisation de la page sans pour autant créer. Et ça me permet également de voir si je vais avoir besoin de certaines ressources, de certains outils ou plugins intégrés à l'intérieur. Par exemple, si j'ai besoin à un moment de vendre un produit, est-ce que j'intègre directement avec un plugin e-commerce? Est-ce que je renvoie vers un outil où je fais de la vente en ligne ou sur une certaine plateforme? Bref, ça me permet aussi de voir comment je vais intégrer tout ça au sein de mon site et quelle est la meilleure solution aussi pour mon utilisateur, mon visiteur. Une fois que tu as fait ça, on a à peu près la structure de manière écrite de ton site, mais on ne va pas pouvoir commencer à designer, créer tout ça. Donc, une autre étape à la fin, c'est de créer ce qu'on va appeler un mood board. Pour ça, ce que j'aime bien faire, c'est d'aller piocher dans des univers qui sont parfois totalement différents du secteur d'activité dans lequel je crée, pour lequel je crée le site. Ça permet de ne pas avoir une vision fermée, d'explorer et voir ce qui existe à côté. Et parfois, c'est là qu'on a de meilleures idées et on s'assure aussi de ne pas copier-coller ce qui existe avant. Et si dans la recherche de l'existant, tu as vu ce qui existait chez les concurrents, ça te permet aussi de voir comment toi tu vas t'établir différemment. Ce que je te conseille pour le mood board, c'est vraiment de faire un document ou un petit truc à part sur ton doc où tu vas regrouper quelques photos. Le mieux à faire quand tu fais ton mood board, c'est vraiment d'avoir un fil rouge en te disant à quoi je veux que mon site ressemble, quel est l'ADN de ma marque, de mon entreprise, l'image que je veux renvoyer pour vraiment prendre des images qui vont coller avec ce que tu veux faire ressortir. Une chose à faire, c'est que soit tu peux trouver des images qui correspondent totalement dans le style et la couleur. Parfois, c'est un peu compliqué. Tu peux te retrouver avec des designs de sites que tu aimes bien, mais c'est pas aux bonnes couleurs. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 2 groupes.
Un, avec un peu la structure que j'aime bien des pages, des ce que je voudrais reprendre et j'annote. Et dans un deuxième temps, à côté, c'est que je mets par exemple des couleurs, des exemples de typographie que j'aime bien, qui pourraient bien se marier. Et comme ça, j'ai 2 mood boards un peu différents. Un peu avec le côté style design et graphique, et plus un autre sur la structure, les éléments qui vont composer mon site. Ça permet en tout cas d'y voir plus clair. En troisième étape, on va commencer à composer ce qu'on va appeler tout simplement nos wireframes. Si tu n'es pas dans le secteur, dis-toi que simplement un wireframe, c'est un schéma que tu vas dessiner avec un crayon, un papier. Pas besoin d'outils plus compliqués, mais ça te permet de voir ta page en fait dans ton entièreté, de dire tiens, dans ma page d'accueil en haut je vais avoir un bandeau avec une image et du texte centré plus un bouton. Après je vais avoir un bloc avec par exemple une image à gauche, un texte, un paragraphe et un bouton à droite sur peut-être un fond blanc ou autre, et voir comment ça peut se disposer jusqu'à arriver à la fin de ta page. Tu peux faire ça pour les pages principales, ça permet en tout cas de garder une certaine cohérence dans ce que tu vas construire, et ça te permet également, avant de tout créer ou de tout refaire, de dire ok, est-ce que j'ai tous les bons éléments ou est-ce que je dois rajouter certaines choses. Tu peux essayer de faire des petits tests aussi de qu'est-ce qui peut être le mieux. Est-ce que c'est plus logique d'avoir ce bloc à propos avant mes offres, après mes offres, et mon bloc pour parler de mon inscription à ma newsletter, où est-ce que je le mets, et mon bloc de contact, pareil, où est-ce que je le place, à quel endroit stratégique de ma page. Ce qui fait que ça te permet toi de tester rapidement, j'allais dire même pas 3 minutes, tu peux avoir la structure de ta page qui est faite et tu peux en faire autant que tu veux sur papier. Et seulement ensuite, on passe à la nouvelle étape qui est l'étape de la création. J'en parle pas trop ici dans cette étape, mais tu peux, si tu es plus à l'aise avec certains outils de prototypage comme Figma, créer ensuite ces maquettes à l'intérieur, tester tes couleurs, tester tes typographies. Mais souvent, ça peut faire perdre du temps aux personnes qui ne s'y connaissent pas trop. Ensuite, on passe, comme je te disais, maintenant à l'étape vraiment de la création, de la refonte et du côté technique qui peut être un petit peu complexe ou qui peut entraîner un peu de pagaille dans le cerveau, mais surtout on reste zen et on reste concentré et avec pas mal de patience. Une première chose à faire, c'est que soit tu peux mettre ton site en maintenance et retravailler en arrière-plan, on va dire, ton site actuel. Mais si tu laisses ton site trop longtemps maintenant, ça peut être dommage pour tes visiteurs, tes clients, ça peut être problématique par la suite qu'ils ne trouvent pas les informations qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'avec certains hébergeurs, tu peux facilement mettre en place un environnement de test où tu vas pouvoir mettre ton site et retravailler dessus, faire toutes les modifications que tu souhaites pendant que ton site actuel est encore en ligne, ce qui est plutôt pas mal. Comme ça, tu as un environnement sûr sur lequel apporter une modification et autres. Et une fois que ton site est OK dans cet environnement de test, tu peux le remettre en ligne sur ton site actuel principal et toutes les modifications se mettront à jour là-dessus. Moi, en tout cas, c'est vraiment l'option que je te conseille, qui est plutôt facile à mettre en place, et ça te permet aussi d'avoir un petit temps pour te dire ok, je ne fais pas toutes les modifications dans le stress, dans la précipitation, j'ai le temps de les mettre en place, et une fois que c'est bien clair, bien fait, je remets ce site-là en ligne. Alors que quand tu mets en maintenance, des fois, tu es un petit peu pressé parce que oh là là, ça fait déjà 2 semaines, oh ça fait 3 semaines, et c'est vrai que bout d'un moment, ça peut faire très très long si ton site n'est pas en ligne, et potentiellement, ça peut être des ventes de perdues pour toi. Donc l'environnement de test, c'est vraiment quelque chose que je te recommande, en tout cas pour faire la refonte de ton site. Maintenant, ce que tu peux faire si tu travailles avec Elementor, et en tout cas moi c'est une manière avec laquelle j'aime bien travailler, c'est que je commence par une de mes pages principales qu'on avait listée dans l'arborescence. Donc en général c'est ma page d'accueil, en fonction de ce que j'ai défini dans mes objectifs à retravailler, à supprimer ou à garder bien sûr. Et là, je vais pouvoir soit adapter les typographies, les couleurs, faire les changements en tout cas généraux, réadapter, peut-être ajouter des sections, changer un petit peu le design et ainsi de suite. Et sur cette page-là, je vérifie aussi comment ça rend en responsive, c'est-à-dire sur les supports mobiles, tablettes ou téléphones. Une fois que cette page-là, elle est bien créée, que tout est parfait,
je vais me servir de cette page-là pour l'enregistrer en tant que modèle et je vais enregistrer tous les nouveaux blogs que j'ai créés avec les nouveaux designs qui sont déjà adaptés pour les versions responsives. Si je m'attaque pas à toutes les pages en même temps, c'est parce que, en fait, faire la première page dans son entièreté, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a plein de nouveaux réglages à faire, mais comme je vais tout enregistrer comme modèle après, ça va me permettre de gagner du temps par la suite et de réutiliser ce que j'ai déjà fait sur cette page d'accueil. Donc, quand tu vas faire la refonte de tes pages, il y a plusieurs choses à checker, donc il faut que tu fasses attention. Déjà, pour tout ce qui va être référencement et autres, soit tu passes par quelqu'un qui te le fait, mais sinon, il y a quelques petites choses à mettre en place sur tes pages. C'est-à-dire déjà bien vérifier les HN. Sur chaque page, tu as un H1, c'est ton titre principal et logiquement, tu remets certains mots-clés ou requêtes sur lesquelles tu veux apparaître ou tu veux faire apparaître cette page-là. Ensuite, on va avoir tous les H2. Les H2 sont globalement les sous-titres de niveau 2, les titres de niveau 2, donc ils sont après. Ces H2, on va en avoir plusieurs dans notre page. Et on peut également ensuite avoir des H3, des H4. Et c'est comme une liste en fait qui s'encastre les unes en dessous des autres. Du H2 découle les H3, du H3 on peut avoir des H4, mais on n'a pas un H2 et un H4 directement après. Il y a toujours un ordre, donc c'est plutôt simple avec les chiffres à mettre en place. Et ce qui va aussi être important, c'est que dans les H2, on essaie de mettre des requêtes ou des mots similaires à notre requête, en tout cas, pour que ça aille faire sens avec tout ça. Et ce que tu peux faire aussi pour travailler le référencement naturel, c'est utiliser un plugin SEO sur WordPress. Donc, tu en as plusieurs. Tu as Yoast SEO, SEO Press, Rank Math. Les trois fonctionnent sur le même système où tu as un système de feu tricolore pour te dire là tu peux améliorer, tu peux changer et tout. Le but c'est pas forcément d'avoir les meilleurs scores à chaque fois, mais au moins ça te permet de toi-même de voir ce qui peut être amélioré et comment tu peux checker tout ça. Maintenant qu'on a fait un peu la partie des textes, on va parler des images. Il est important de recadrer et de rétrécir en général les images pour que le poids soit moins lourd. Une chose que tu peux utiliser, c'est des outils tout simplement Photoshop, Canva, des fois tu peux rétrécir là-dessus et utiliser des outils comme Tiny PNG, Tiny JPEG pour ensuite faire que le poids de tes images soit moins lourd. Et en parlant d'images, n'oublie pas de nommer tes images, de remplir les balises alt et les titres de tes images aussi, notamment les balises alt avec les mots-clés. En fait, le principe des balises alt, c'est pour décrire tes images, mais tu peux aussi y placer des mots-clés pour que ça fasse le lien avec la requête principale sur laquelle ton image est. Quand tu vas créer tes pages, il est important aussi de penser au contraste de tes couleurs, savoir si les typographies que tu as utilisées sont assez grandes, assez lisibles pour tes utilisateurs. Donc c'est pour ça que créer une page en premier et vraiment t'y atteler dessus pour vérifier chaque point, c'est important car une fois que tout est paramétré, tout est enregistré et que tu peux te resservir de cette page pour designer les autres pages de ton site, ça va te permettre de gagner énormément de temps et de ne pas faire des allers-retours entre chaque page pour changer telle chose ou telle chose et à la fin tu t'en sors plus parce que tu pars dans tous les sens. D'où le fait d'avoir notre liste de pages, savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on doit changer et autres. On en parlait un peu avant avec notre tableau Excel lors de la première étape. Normalement, tu as listé tes pages et tu as listé les URL qui corrèlent avec ces pages-là. Si tu as certaines pages que tu as supprimées, eh bien, il va falloir rediriger l'URL que tu avais de cette page vers une autre page. Mais on a un autre cas où, par exemple, ta page existe toujours, mais tu as changé l'URL de cette page. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est rediriger l'ancienne URL vers la nouvelle URL. Tu as certains outils qui le font automatiquement. Dans Elementor, tu as un onglet redirection URL, donc là, tu peux les faire directement. Ou alors, tu peux utiliser certains plugins dans WordPress pour faire ces redirections. Mais attention à être minutieux, j'insiste là-dessus. Et c'est pour ça que le tableau Excel est très important pour savoir le avant, le après et où redirige chaque page. Parce que même si tu es amené plus tard, en tout cas, à refaire des modifications, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant au tout départ.
On arrive bientôt à la fin et on sait qu'on peut être un peu pressé de tout vouloir mettre en ligne, mais parfois on se retrouve avec des problèmes, des erreurs qu'on n'avait pas vues. Surtout quand tu as des gros sites, c'est compliqué parce que tu as énormément de pages et il faut s'assurer que tout marche. Donc ici, on va faire des tests. On va faire des tests de formulaire, on va faire des tests peut-être d'automatisation pour ajouter au groupe de newsletter, recevoir un freebie. Également, voir si tout fonctionne sur les supports mobiles. Est-ce que tous les boutons sur ton site redirigent vers les bonnes pages, est-ce qu'il manque des liens et ainsi de suite. C'est une étape qui est à la fois fastidieuse mais en même temps qui est essentielle. Sans ça, tu peux passer à côté de choses et ce serait quand même dommage que tes clients arrivent sur un site avec plein d'erreurs ou plein de pages sur lesquelles on ne peut pas aller. Donc prends le temps de bien vérifier et pareil, tu fais une page par une page pour savoir si tout est OK. Une fois tout est OK, tu n'as plus qu'à migrer ton site en test sur ton site qui était actuellement en live et tu vas voir que tous les changements vont se faire et que tu auras un site tout beau, tout neuf, avec tous les changements et toutes les améliorations que tu auras faites là-dessus. Une fois que c'est fait, tu peux quasiment te détendre, être tranquille, mais quand même surveille les données sur Google Analytics, Google Search, voir si tout fonctionne bien, si tout est OK, pas de problèmes qui sont relevés ou détectés, ou des baisses de trafic, des choses comme ça. Si je devais résumer, pour finir, je te dirais vraiment de ne pas te précipiter. Si tu veux faire un travail bien fait, prends ton temps, prends le temps d'y aller étape par étape et de ne pas vouloir tout faire en même temps parce que sinon tu risques de t'emmêler, de faire des erreurs et à la fois d'en avoir marre et de te casser aussi la tête. Pense long terme, ce qui est actuel pour toi aujourd'hui ne le sera peut-être pas dans quelques mois. Ton site va évoluer en fonction de ton activité, donc c'est obligé qu'il y ait des changements à faire petit à petit, mais si la structure, en tout cas, de ton site est OK, tu vas voir que ces changements peuvent être minimes et assez rapides à mettre en place la prochaine fois. Donc c'est pour ça d'avoir une structure bien faite, c'est important pour la suite. Alors la question maintenant, c'est est-ce que tu es prêt à refaire la refonte de ton site internet? Si c'est le cas, n'hésite pas à me montrer le résultat avant-après. Je serais super curieuse de voir les résultats. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker ou à mettre un commentaire et on se retrouve bientôt.